bienvenue dans ce Singlecast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. On s'excuse au préalable pour le manquement de la semaine dernière. Effectivement, on a eu quelques problèmes techniques dus à certains déplacements qui font que on a des connexions qui sont pas très stables et donc on n'a pas pu enregistrer l'émission de la semaine dernière. On va essayer avec des communications légèrement meilleures cette semaine, mais c'est pas gagné non plus. On s'excuse au préalable pour les quelques dérangements et problèmes de son. Et voilà, on va tenter de vous donner une émission digne de ce nom, comme les semaines précédentes. Et je suis aujourd'hui toujours entouré par la fine équipe au complet. Et ça, c'est extrêmement rare. Donc, on va quand même célébrer le moment. On a Olivier, on a Laurent, on a Roger, on a Christine et on a Jerry. Comment allez-vous ? Le dites pas tous en même temps, mais j'espère que vous allez bien. Ça va. Voilà, super. Magnifique. Très bien, merci. Magnifique. Ça va. On continue aujourd'hui sur un événement donc qui s'est terminé il y a peu et duquel on a déjà parlé il y a quelques mois de ça avec Cyril Mald dans l'émission. Ce sont les ISS Awards qui ont effectivement sorti leurs résultats. Et donc on va parler concours aujourd'hui aux ISS Awards qui ont fait pas mal de bruit ces derniers temps. Justement, on attendait les résultats de ça. Alors on a quand même deux personnes parmi nous qui ont fait partie du jury, donc Laurent et Jerry. Première question, comment ça s'est passé ? Quel effet ça vous a fait ? Comment vous y êtes pris ? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur le déroulement ? Je veux dire, on a eu Cyril Mald donc, qui nous en a parlé en long et en large l'été dernier, de comment ça allait se dérouler. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé de votre côté en tant que juge ? Jerry, je t'en prie. Moi, tu veux que j'y aille ? C'était finalement assez simple. On a reçu des échantillons. Pour ma part, j'en ai reçu 74. Et on avait un mois pour les tester et les juger. Pour cela, on avait un logiciel auquel on avait accès, donc qui était la grille de notation, assez complète, je dois dire, puisque les divers aspects habituels qu'on a en concours étaient présents, avec un peu plus de détails, hein, peut-être, Laurent. Et donc on avait quand même, comme je l'ai dit, un mois pour tout tester. Il était préconisé d'en tester 5 par jour pour ne pas saturer. Après, chacun faisait comme il le souhaitait, hein. On pouvait tester, revenir, etc. Donc pour moi, ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Je me sentais un peu seul quelquefois. Ça pouvait être ennuyé dans certaines catégories. Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Pareil de mon côté, ouais. Mine de rien, j'en avais à peu près 75 aussi. Et c'est vrai qu'on se dit, souvent sur d'autres compétitions comme ça, on a beaucoup d'échantillons à tester dans une journée ou sur 2 jours, potentiellement 40 par jour. Donc on se dit que 75 en un mois... finalement, on va avoir le temps, quoi, quand on en fait 40 par jour habituellement. C'est hyper piégeux, en fait, hein, et faut pas traîner, faut avoir un petit plan de bataille. 5 par 5, c'était pas mal. Moi, j'essayais de rassembler, évidemment, par catégorie. Alors, les purs jus blancs, peut-être dans les 50, les mélasses, 7 ans et plus, etc. Enfin, on pouvait les rassembler un petit peu comme ça pour se faire des line-up un petit peu logique. Et donc, ouais, moi j'ai trouvé l'exercice intéressant, très studieux pour le coup. C'est-à-dire que le site était bien fait, comme disait Jerry. Chaque fiche à remplir était assez précise. Il y avait des arômes à identifier, il y avait évidemment une note à donner, mais aussi des appréciations sur la texture, etc. Donc, chaque rhum avait vraiment une fiche de profil très complète à remplir. Et d'ailleurs, je ne sais pas quand ce sera le cas, mais un des projets, et Cyril nous en avait parlé, c'est d'avoir en plus de ces résultats un site qui soit consultable par tout le monde, avec justement toutes ces fiches produits, avec les profils organoleptiques, en croisant les notations et les appréciations de tous les juges qui ont dégusté le même échantillon, puisque chaque échantillon a été dégusté, je crois, par 6 ou 7 personnes au moins, je crois. Donc ça permet ensuite de recroiser tout ça. Donc voilà, une belle expérience de mon côté.
Alors justement, quelles informations vous étaient fournies par échantillon? Je veux dire, alors bien évidemment, les dégustations se sont faites à l'aveugle. Vous ne saviez pas ce que vous dégustiez, mais vous avez quand même certaines informations qui étaient à votre disposition. C'était quoi ces informations? Ben, on avait la nature du rhum, hein, comme le disait Laurent, donc soit pur jus, mélasse, rhum de sucrerie, le degré bien entendu, et puis voilà, hein, c'était tout. Il n'y avait pas d'indication d'âge. Les âges n'étaient pas indiqués. Alors si, mais c'était par catégorie, c'est-à-dire que voilà, ça pouvait être plus de 7 ans par exemple, mais à l'âge exact. Exactement. Okay. Que ce soit un 20 ans ou un 7 ans, c'était dans les 7 ans et plus. Et il y avait aussi quelques indications sur les rhums arrangés et les punchs, sur les fruits. Pas l'intégralité, mais sur une partie des fruits, le fruit principal, ouais, exactement. Non, mais je pense que c'est vrai. Tu sais quoi? Je pense que c'est vrai. Parce que tu as des trucs. Tu peux facilement être allergique. Ça le fait moyen, quoi. Putain, j'y trouve un goût de fraise. C'est dommage, c'est banane. Il y en a aussi. Si tu te retrouves parce que tu as eu des boutons, c'est grave. Et puis le degré, je crois que c'est aussi une obligation. Dans les colis, ça peut être indiqué. Oui, et puis pour aussi faire un truc cohérent, quoi. Si t'as pas les degrés, c'est compliqué. Ouais. Alors, ça s'est passé donc en octobre dernier, si je ne me trompe pas, le mois de dégustation. C'est ça? C'était novembre. On allait rendre les résultats avant le 30 novembre. D'accord, avant le 30 novembre, et donc les résultats ont été rendus publics là, courant février, début février. Ce qui fait quand même 2 mois après. Donc il y a eu 2 mois où les résultats ont été analysés, si j'ai bien compris. Est-ce que ces résultats, tous autant que vous êtes, vous ont surpris d'une certaine manière? Moi, si je peux me permettre, ce qui me surprend toujours autant, mais alors c'est bien sûr pas la faute du tout du concours, mais c'est les absents. Moi, ça a tendance à me surprendre parce que effectivement j'aurais tendance à imaginer qu'un tel concours puisse intéresser tout le monde. Visiblement c'est pas le cas et je serais curieux de savoir pourquoi, sans aucun a priori dans cette question. Et du coup j'ai du mal à interpréter ces résultats parce que comme c'est des résultats chiffrés avec des notes et que alors, ça a été une discussion qu'il y a eu sur les groupes Facebook que j'ai trouvé très intéressant puisque on a demandé au jury, en l'occurrence surtout bien sûr à Jerry et Laurent puisque c'est les jurys qu'on connaît le mieux, hein, même s'il y avait Alexandre Bedet d'Excellence Rome aussi en français, entre autres. En tout cas, c'est vous, messieurs, qu'on a pris à partie là-dessus, où on demandait effectivement la tentation de la comparaison, sachant que de ce que j'avais compris, finalement, il fallait pas tomber dans cette comparaison, il fallait plutôt essayer de juger chaque rhum en tant qu'entité et pas en face des autres de la même catégorie. Mais je pense que la tentation doit être forte quand même. Surtout, Laurent, si tu nous disais que lors de tes journées de dégustation, tu les mettais un peu en face. Je pense que la tentation est très forte. Et alors, du coup, si tu n'as pas comme référentiel les autres distilleries de la catégorie parce qu'ils ne se sont pas présentés au concours, moi, ça me paraît vraiment très délicat pour interpréter après les résultats finaux. C'est-à-dire, je prends un exemple tout bête, avec toujours une comparaison footballistique. Si tu organises une Coupe du Monde, mais que tu n'as pas le Brésil, tu n'as pas la Belgique, tu n'as pas la France, ça va être compliqué quand même de totalement légitimer le futur champion du monde, quoi. Oui, mais là, quand tu parles de Coupe du Monde, tu as le nom des équipes, des pays participants. Oui, là, on n'avait rien du tout, donc on ne sait pas qui est. Non, bien sûr. Non, mais ça, tu as tout à fait raison. Mais là, c'était plus pour rebondir par rapport à la question. Non, mais j'ai bien compris. Mais ce que tu disais, c'est vrai que nous, on avait des grilles de notation où on mettait des notes, mais forcément, quand tu es dans une catégorie, tu vas quand même comparer ce que tu goûtes
même si c'est à l'aveugle. Parce que Oui, bien sûr. Dans bien tout sûr. concours, ça se passe comme ça. Et même là, chez toi, tu fais pareil. Hein. Si tu Bien sûr. 5 roms, s'il y en a un qui est pas bon par rapport à un autre, tu vas le noter moins bien, forcément. Absolument, oui. est-ce que vous étiez répartis par catégorie? Tu sais, comme dans les concours physiques, certaines tables se répartissent tel type de spiritueux, donc tel type de rhum. D'autres tables avec d'autres jurys ont tel type de, etc. Vous, pas du tout. Non, on avait tout. On T'avais avait de tout. On mais avait du tout. en proportion variée. Voilà. C'est-à-dire, je crois que les Français, sur l'ensemble, en proportion, avaient un peu plus de pur jus. Voilà. Les jurés brésiliens avaient un peu plus de cachaça que les C'est bien, non-brésiliens. Donc voilà, il y avait un peu comme ça une adaptation, même si en effet, Géry et moi, on a eu de la cachaça, on a eu des clairins, on a eu des arrangés, de la mélasse, etc. quoi. On a eu un peu de tout, mais c'est vrai que sur les Il y années, avait combien de rhum en tout? maximum de rhum. Quoi. Il y avait combien de rhum en tout? À peu près 300, c'était pas ça? 300 rhum, on avait goûté 75, c'est ça? Ouais, J'ai c'est ça. ce chiffre en tête, je suis pas certain. Mais oui, Bah, mais il y avait, je crois que chaque rhum était dégusté par 6 ou 7 jurés. Oui, Pour oui, pouvoir oui, tout oui, recroiser c'est important. Est-ce qu'il y Ça, avait c'est très, très bien, ouais. Est-ce qu'il y avait des catégories dans lesquelles vous aviez très peu d'échantillons, par exemple? oui. Ouais. Oui. Il y a des catégories où on n'avait que 2 échantillons. Ouais. C'est compliqué, ça. Est-ce que ça voulait dire qu'il n'y avait que 2 échantillons dans Là, cette le classement catégorie? est pas Je difficile. suis allée regarder la notation par curiosité, et c'est assez bien foutu sur leur site. Sauf que leur site t'oblige à accepter les cookies, ce qui est illégal, faut préciser. Ils ont un système de notation qui, tu vois, une espèce de grille de lecture qui te dit si vous le trouvez bon, c'est entre telle note et telle note. Si vous le trouvez très bon, c'est plutôt entre telle note et telle note, et ainsi de suite. Tu as quand même un peu des indications précieuses. Et j'étais surprise. Après, je suis allée regarder le palmarès parce que je t'avoue que je m'y étais pas intéressée. Et le palmarès, les notes ont des virgules. Donc, les gens se sont sentis obligés de mettre des virgules dans leur notation. Non, mais du Dorcy, j'imagine qu'il y a Voilà, peut-être moyen de tomber. n'ont pas mis 85 ou 86, ils ont mis 85 Non. C'était moyenne, non bien des chiffres entiers, des nombres Ouais. entiers. chiffres ronds. C'est juste que C'était c'était la ensuite divisé moyenne par le nombre de... Voilà le nombre de de dégustateurs. dégustateurs. Ouais. Ok, ça Ouais. c'est une première chose. Et donc deuxième chose, tu avais donc des gradations progressives pour donner de la qualité, et tu voyais quand même, en regardant les palmarès, que ça se tenait dans un mouchoir de poche pour certaines catégories qui étaient visiblement pléthoriques, puisqu'en finaliste, on retenait le tiers supérieur. Donc quand tu vois que dans les pur jus, le tiers supérieur, c'est au moins 10-12 rhums, ça veut dire que tu en avais une trentaine de présentés minimum, mais je pense une trentaine. Et puis dans d'autres catégories, tu vois seulement 2-3 rhums. Le tiers supérieur, c'est 2-3 rhums. Donc c'est une catégorie très restreinte. Sous-représenté, ouais. Ouais, sous-représentée. Et rafler une médaille au milieu de 30 concurrents, c'est pas la même chose que rafler une médaille au milieu de 5 concurrents déjà. Ouais. Mais ça, c'est un phénomène que tu vas retrouver dans tous les Tous les concours, ouais. Les concours. De manière, ouais. pas spécifique à l'ISSO. Hein. Totalement. Dans tout. Mais moi, c'est pour ça que d'une manière générale, je n'aime pas les concours. Mais l'autre, j'étais surprise de voir que j'ai perdu le fil du coup avec cette interruption. Je disais la gradation, etc. Que dans certaines catégories, il y avait Oui, très peu de... et donc dans certaines catégories, quand tu as une demi-douzaine ou mieux une dizaine minimum de spiritueux de la même catégorie à juger, tu procèdes par comparaison et c'est la seule façon de déterminer que tel rhum vaut 83, mais tel autre vaut 84 et tel autre 85. S'ils sont dans un mouchoir de poche, tu es obligé d'aller de l'un vers l'autre, tu vois, de les déguster ensemble. Oui, mais c'est sûr. Si tu as un seul rhum d'une catégorie, tu te dis, oh, il est correct. Donc correct, la fourchette, c'est tant à tant. Mais tu sais pas si c'est plutôt 80 ou plutôt 86, tu vois, quand Absolument. il est tout seul. Tu peux pas. Et dans ce cas, moi, ce que j'ai pu faire, c'était le faire pas par rapport à d'autres échantillons que j'avais à déguster à ce moment-là pour ce concours-là, mais plus par rapport à mon référentiel. Mais je veux dire, ton référentiel. Je suis d'accord. Pertinemment, quand tu l'as pas dans le nez et dans le verre au même moment. Ouais, non, mais il y en avait qui, même sans comparaison, n'étaient pas bons. Et là, tu mettais une mauvaise note, forcément, même sans comparer. Je te parle plutôt des effets de proximité. Et c'est vrai qu'en principe, s'il y a une raison pour laquelle on spécialise les juges, entre guillemets, tu vois, on les met sur une sorte d'échantillon et pas 12, une seule sorte d'échantillon pour cette
cette raison. Ouais. Mais là, ça a été un petit peu fait, si je peux me permettre, là, par rapport à ce que tu disais, d'orienter les juges français sur de l'agricole et les juges brésiliens plutôt sur la cachaça. Non, mais ils ont quand même eu un petit peu de cachaça, donc ils ont quand même intervenu sur le classement des cachaça, même s'ils en ont goûté que 2. Après, de manière probablement beaucoup plus pondérée, mais moi, je pense que de toute façon, ce qu'on appelle la partie matérielle et méthode du concours est de toute façon toujours critiquable et heureusement, hein, c'est ce qui permet, je pense, au concours de s'améliorer. Mais vraiment, moi, j'ai quand même trouvé qu'il y avait cette partie donc matériel et méthode qui était vraiment poussée, qui avait vraiment un souhait d'essayer d'être le mieux possible. Alors bien sûr, c'est pas parfait et ce que tu soulèves comme critique, je suis assez d'accord avec toi. Mais je trouve quand même qu'on peut saluer tout ce travail qui a été fait, d'essayer, puisque d'ailleurs c'était la grande promesse de ce concours, de révolutionner les concours de Rome. Je trouve qu'elle est quand même plutôt assez tenue par rapport à tous les efforts qui ont été faits pour essayer de rendre ce concours peut-être plus légitime au final, même si encore une fois, alors je suis désolé c'est peut-être plus pour préciser ma pensée par rapport à ma précédente intervention plutôt que d'enfoncer le clou. Mais pour moi, un concours sera pleinement légitime le jour où on ne demandera pas aux gens de se présenter, mais plutôt on fera la démarche un peu comme UFC. Exactement, c'est-à-dire qu'un peu comme l'UFC Que Choisir ou autre, autant de millions de consommateurs, ils achètent tout, ils jugent tout, ils rendent leur verdict. Et à partir de là, effectivement, tu as une légitimité totale. Alors, ça paraît quasi impossible parce que ça ferait un nombre de bouteilles complètement délirant. Donc, un budget complètement fou. Voilà, c'est ça, exactement. Mais voilà, après, encore ceci étant dit, je suis pas du tout un farouche opposant au concours. Au contraire, je trouve ça très chouette et pour avoir eu la chance d'être juré dans certains concours, je trouve l'expérience vraiment très intéressante. Et vraiment, je trouve que ils se sont donné beaucoup de mal. Je me répète, hein, mais ils se sont vraiment donné beaucoup de mal pour essayer de rendre la méthodologie la plus, on va dire, la meilleure possible, quoi. Donc ça, vraiment, moi, je tenais à le saluer personnellement. Non, oui, pour revenir à ce que tu dis, c'est vrai que tu ne peux pas réunir tous les producteurs ou toutes les gammes de chaque producteur, c'est impossible. Mais ce qui est important pour moi, c'est de savoir ce qui a été présenté. Et dans la mesure où on sait ce qui a été présenté, on choisit les meilleurs de ce qui a été présenté, bien ça sûr. C'est important. Là, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas eu la liste. C'est mon seul reproche, si tu veux. Sur Olivier, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que la principale innovation, on va dire, c'est vraiment, encore une fois, d'avoir un mois entier pour les déguster chez soi et pas forcément. Il m'est arrivé de participer à des dégustations comme ça en faisant partie d'un jury où c'est dans un resto. Par exemple, oui. Et là aussi, il peut y avoir des odeurs de bouffe qui viennent te polluer les narines assez facilement, quoi. Le timing est raide. Hein. Et le timing, bien sûr. Se faire 20 rhums le matin, 20 rhums l'après-midi. Je m'en souviens. En fin de journée, t'as beau finir par les arranger, ton palais, il est plus vraiment en état, quoi. Donc là, c'est vraiment pour moi le point positif principal. Et après, j'ai hâte de voir donc ces fiches un petit peu descriptives de chaque rhum qui devraient être mises en ligne, je sais pas quand, mais ça faisait partie du plan en tout cas. Donc on va voir. Pour les critiques, je suis assez d'accord. Alors c'est des critiques, comme disait Christine, qui sont pour tous les concours. Moi, je suis assez d'accord. Il y a 2-3 trucs. Alors oui, en effet, ce serait infiniment mieux d'avoir un concours où c'est un organisme, je sais pas comment décrire ça, qui achèterait en effet toutes les références et qui les teste. Mais voilà, le coût que ça représente paraît. Ça n'arrive pas. Voilà, ça n'arrive pas. Olivier, tu te demandais pourquoi il y avait aussi peut-être si peu de rhum. Tu disais ça au début, qui s'étaient inscrits. Oui. C'est parce que c'est la première édition aussi, je pense. Faut pas oublier. Et qu'une fois que les producteurs auront vu un petit peu que ça s'est bien passé, voir un petit peu les retombées potentielles, etc. Ah ouais, c'est clair. Okay. Débuter sur un truc comme ça, même si y a pas mal de gens connus dans le monde du rhum, ça suffit pas forcément. Donc
Donc on verra sur la deuxième édition si ça emballe un petit peu plus les foules et puis si on a un peu plus de choses à tester. Enfin, je dis on, je sais pas si j'en fais encore partie, mais dans l'idée, quoi. Et après, sur les critiques concours, je suis d'accord avec Jerry, c'est vrai que mais je sais pas si ça a déjà été le cas sur des concours. C'est-à-dire que ne pas avoir la liste de tous les entrants, de tous les participants, c'est un peu ennuyeux en effet, parce que du coup on a que alors sur celui-là on a que le premier tiers, ceux qui ont été les mieux notés, les 30% les mieux notés, mais on va pas connaître les autres. Alors je peux comprendre l'idée, c'est-à-dire que c'est sans doute pour justement pas effrayer les gens et qui viennent s'inscrire, quoi. C'est-à-dire que si on leur dit bon ben toi là ton homme il est dernier. Il s'est fait saquer. Désolé. 7 points. Bon, c'est sûr qu'il va peut-être pas revenir ce gars-là. Donc j'imagine qu'il y a un peu ça dans l'idée, que c'est pour. Mais bon, voilà, comme sur tous les concours dans ce style, c'est pour ne pas effrayer les gens. Le premier tiers, c'était en réalité la moitié ou les 2 tiers, tu sais pas quoi. Ah. Ouais. Après ça c'est dommage effectivement. Ouais. Après moi je fais confiance parce que je suis naïf, mais c'est vrai, on sait pas. Et puis il y a un autre truc, j'ai vu une autre critique ou en tout cas questionnement sur les réseaux sociaux, c'était sur les notes et les fourchettes de notes, puisque en fait c'est indiqué sur le site, sur les notations, on peut pas vraiment noter en deçà de 75 ou 76. C'est-à-dire que en gros, si c'est loupé, bah, c'est en dessous de 76 et ça fait pas partie de la notation. Et après les fourchettes, ça va être ça, mais ça va être 76, 80. Je savais pas si c'était justement pour l'ISS, parce que j'ai vu passer le post et vu que c'était écrit en anglais, j'avais pas compris que c'était concernant ce poste-là. Moi, le post que j'avais vu n'était pas en anglais, mais c'est peut-être le même. Ouais, c'était en français. Après, c'est le système de notation qui est classique. Qui est dès le début, donc c'est ce que j'allais dire. C'est classique. Encore dans le truc, quoi. Moi, perso, je trouve ça. Je trouve pas ça choquant. Familier de ce genre de. On est un peu habitué à avoir cette notation-là. Oui, bien sûr. Puis si c'est noté d'hyper mal à ultra hyper mal, bon, est-ce que c'est intéressant. Et je pense que c'est aussi un peu la même chose que de pas forcément indiquer tous les participants. C'est que si les gens peuvent être notés vraiment de 0 à 100, il y en a qui se retrouvent avec des notes un peu honteuse, et j'imagine que ça aussi c'est un peu pour rassurer les gens qui vont s'inscrire. Oui, je suis d'accord avec toi, Laurent, mais ce que je disais, c'est que je dis pas qu'il fallait que ce soit forcément au public, mais au moins pour les juges. Or, nos juges, on n'a pas eu la liste de tout ce qui a été présenté. A posteriori, absolument. tu veux dire. Comment ? A posteriori, tu veux dire. A posteriori, oui, a posteriori. Je veux dire, quand on est dans les concours, à la fin, on nous met tout ce qui a été présenté. Là, non, on l'a pas eu en tant que juge. Après, que le public ne le sache pas, je suis d'accord avec vous. Alors, sur la catégorie, vous pourriez éclairer, j'ai vu qu'il y avait une catégorie, attends, j'ai dû me le noter dans un coin, une catégorie craft clairin. Ouais. Et a priori, ce qui était dedans, alors j'ai balayé, je suis peut-être allée un peu vite, mais il me semblait que c'était surtout du rhum, c'était du rhum plutôt pur jus, non, ce qui était dedans. Ah, peut-être pas, le communal, il y avait peut-être du sirop, je sais pas, j'ai pas fait attention. Ouais, t'as des clairins craft de sirop, effectivement. Pourquoi ne pas les avoir mis dans les rhums blancs avec les autres? Qu'est-ce qui fait qu'une distillerie est craft ou pas craft? De la même manière que les cachassas n'ont pas été mises dans les rhums blancs pur jus non plus, je pense. Non, il y a une catégorie cachassas. Là encore, bon, c'est une catégorie à part dans tous les concours internationaux, donc ça me choquait moins, mais craft, c'est quand même une notion qui n'a pas grand-chose de scientifique, quoi, d'objectif, d'établi. Ouais. Quand ça s'arrête et quand ça commence. Surtout qu'à Haïti, à part Barbancourt, ils sont tous craft. C'est ça, quoi. Mais après, cela dit, mettre le clairin à part, moi, ça me choque pas. Tout comme on pourrait mettre le grog à part, on pourrait mettre la cachaça à part, et d'ailleurs c'est le cas. Moi, ça me choque pas qu'on compare les clairins entre eux et qu'on compare les rhums blancs de pur jus entre eux, parce qu'il y a quand même un process qui est quand même très différent. Donc, ce serait... Je suis sur le site là, sur mon téléphone, parce que je suis un homme hyper technologique. Et, grave, tu as 3 mains. Sur Craft Rum Clairin est indiqué en petit point d'information que ce sont des batch rum. D'accord. Donc,
Voilà. Donc c'est J'imagine par opposition à continu. C'est le mode de distillation alors. C'est ce que je comprendrais, ouais. D'accord, j'avais pas vu. 100% distillation fractionnée, pot still avec rectification. Ah bah, la définition, c'est pas craft alors. Pas forcément en tout cas. Ouais. Alors moi, ce qui m'a le plus dérangé, disons, dans ce concours, je veux dire, en comparant, il y a eu deux choses. En comparant avec des concours normaux, c'est effectivement que lors des concours en présentiel, on a, comme on l'a dit tout à l'heure, la possibilité de comparer des produits entre eux, ce qui, selon moi, est le but d'une compétition ou d'un concours. Je veux dire, ça reste toujours à comparer des produits pour dire, tiens, tel est meilleur que l'autre. Alors que là, on a finalement dégusté chaque produit pour ce qu'il est et définir après, est-ce que ce produit est bon ou pas, grosso modo. Et sans vraiment le comparer à d'autres, puisque aucun juge n'avait, si j'ai bien compris, tous les rhums d'une même catégorie. Il en avait toujours qu'une fraction. Donc il n'avait jamais la possibilité de les comparer entre eux. Comme il voulait, in fine. Si tu avais voulu faire deux blancs, deux bruns et puis 6 blancs d'affilée, t'étais libre. Je n'allais pas le faire parce que c'est pas logique. C'était pas prendre des oiseaux non plus. Donc, moi, j'ai mélangé les échantillons. Voilà, c'est ce que fait Jerry, non d'ailleurs. Ouais, c'est bien. Je vais à la maison en gagnant. Et finalement, c'était également le fait que tous les juges ne soient pas dans les mêmes conditions de dégustation. Je veux dire, je ne remets en aucun cas en cause le professionnalisme des juges. C'est pas ce que je veux dire par là. Mais est-ce que les verres de dégustation étaient les mêmes ? Est-ce qu'un tel a mangé avant ou pas, ou enfin voilà, est-ce qu'il y avait une trame, ou un truc à respecter par rapport à ça, et est-ce que tout le monde l'a respecté au final? Laurent parlait des odeurs de cuisine, on fait pas tous la même cuisine, donc on n'a pas les mêmes odeurs. Et puis vous n'êtes pas tous dans un restaurant, on a la même odeur de cuisine. Non, et puis vous n'êtes pas tous dans les mêmes espaces. Certains vivent à côté de leur cuisine. Non, et puis voilà, vous n'êtes pas tous dans le même espace, c'est-à-dire que suffit qu'il y en ait un qui soit un peu plus près de la route d'un autre. Je veux dire, quand tout le monde est dans la même pièce, tout le monde a les mêmes odeurs. Ou les toilettes. Voilà. Égalité. Alors là, tu fais quand même un peu confiance à tes jurés. T'imagines, tu demandes à des pros de faire ça, des gens qui ont l'habitude, a priori, ils vont pas les déguster dans les chiottes, tu vois. Je suis tout à fait d'accord. Je vous rassure, ça n'a pas été mon cas. Je suis tout à fait d'accord. Je suis entièrement d'accord. C'est juste que là, en plus, ça a été fait. C'est juste que là, ça a été fait en période de Covid. Là, ça a été fait en période de Covid. Et pendant cette période de Covid, justement, on part du principe que tout le monde l'a fait chez soi. Et tout le monde n'habite pas dans la même maison ou dans le même genre de maison ou appartement ou quoi. Donc voilà, donc en fonction de où on vit, ça a pu jouer également avec plus ou moins des odeurs, etc. Enfin voilà, les conditions de dégustation n'ont pas été les mêmes pour tout le monde. Et ça, je me demande si ça a pu avoir un impact également, alors que dans un concours en présentiel, on fait en sorte que tout le monde ait les mêmes verres, tout le monde soit dans le même espace, tout le monde ait la même eau à disposition. Enfin voilà, c'est un peu moi ce qui me dérangeait sur le coup. Je vois que vous avez un règlement intérieur justement. Absolument, voilà. C'est là où je voulais en venir. Voilà, déjà comme disait Christine, on fait un peu confiance aux gens qui ont été choisis parce que c'est pas Jojo le clampin, voilà. Mais pas Jojo. Ouais, c'est vrai. Ou c'est pas un baraki de kermesse, par exemple. Magnifique expression que j'ai vue aujourd'hui. Ça tombe bien là, par exemple. Mais il y avait une charte. Oui, il y avait une charte qui est d'ailleurs disponible sur le site des ISS Awards, arrête Christine, et justement à laquelle fallait se conformer le plus possible, donc en plusieurs points, et c'est assez détaillé pour le coup, et il y en avait un des points qui était le principe, les principes d'exercice, donc par exemple sur le lieu de dégustation, l'aération de la pièce, la température, le verre, etc. Donc il y avait, quand même. en plus, il y avait quand même ça, ouais. Ça répond effectivement à l'interrogation de Benoît et à la nôtre également. Mais je vous laisserai voir, c'est sur le site, et il y a
Enfin, c'est assez détaillé vraiment, hein, les points auxquels il faut essayer de se conformer le plus possible. C'est vrai que c'est pas un dégusteur en temps normal, donc je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser, vous n'allez pas prendre un verre moutarde Schtroumpf. Voilà. Non, bien sûr, mais c'est intéressant quand même. J'avais l'intention de prendre un pot de confiture 8, c'est cool. Pas tout Non, à mais fait Benoît a vide, c'est raison, mieux. tu vois, sur le verre, par exemple, c'est vrai que si tu veux, et ça c'est le côté un peu scientifique qui parle, mais si tu veux vraiment, encore une fois, que ton matériel et méthode soient fiables pour pouvoir interpréter tes résultats, c'est quand même sur le papier un peu emmerdant qu'il n'y ait pas exactement un type de verre imposé, quoi, parce que celui qui va faire ça dans un verre hyper évasé et celui qui va faire ça dans un verre tulipe, même si les deux sont considérés comme des verres de dégustation, ça va pas te donner forcément les mêmes résultats, quoi. Alors après, je sais bien qu'on n'est pas en train de parler de la fiabilité d'un vaccin, mais bon. C'est peut-être plus gênant si la même personne déguste avec des verres différents à tour de rôle. Mais oui, puisqu'ils goûtent les mêmes, tu vois ce que je veux dire, vu qu'il y a 6-7 jurés différents sur les mêmes rhums. Oui, mais déjà, la subjectivité totale du dégustateur, elle est simplement amplifiée par son choix de verre personnel à lui. C'est mais sûr. tu vois, s'il garde le même pour tout goûter, c'est plus emmerdant si tu changes de verre toi-même à chaque dégustation. Et s'il n'a qu'un verre et le dégustateur qui n'a qu'un seul verre chez lui, il fait comment? Ça ne nous pas, il n'est pas digne de la peur. Et déjà, il n'a pas d'amis, donc il est triste. Et puis il l'aurait pas sélectionné. Ouais, je pense. Il fallait envoyer une photo avec le nombre de verres qu'on a à la maison. Ah, c'est pour ça que j'ai pas été Sur le verre, j'ai l'article, parce que je suis très appliqué. Les membres du panel, les experts, prennent soin de déguster les échantillons dans un verre à pied possédant une forme recentrée de type tulipe, au buvant fin et aux parois d'une hauteur comprise entre 90 et 100 mm, et d'un diamètre de paraison compris entre 60 et 70 mm pour un diamètre de buvant compris entre 40 et 50 mm. Et là, je n'en ai lu que la moitié. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. T'en es où, toi? Je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que quelqu'un est venu vérifier chez toi si c'était bien ce que tu faisais? Ben non, en période de Covid, c'était compliqué. Voilà. Non, mais cela dit, c'est vrai que bon, si on avait lu un peu plus les petites lignes du concours, bon, peut-être qu'on aurait été un peu moins tatillon. Et d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, c'est notre rôle aussi de soulever certains points. Hein. On est, enfin, je parle pour moi, mais je pense qu'on est, pour certains, on va dire, du même avis. Voilà, on cherche pas la petite bête à tout prix. Le but, c'est pas d'être des gros haters. Ouais, mais on aurait pu rien à raconter. Mais c'est vrai que on ne parle pas des dimensions de la paille. c'est vrai que moi, personnellement, paille en verre, paille en plastique aussi, et voilà. C'est important aussi, c'est en carton et un goût. Ouais. Hein. Et puis on buvait pas la même eau entre chaque dégustation. Ouais. Ça, vous n'utilisez pas les mêmes glaçons. Je pense que les bêtes buvaient de la bière entre les dégustations. Ouais, puis le volume du glaçon n'était pas indiqué. C'est ça. Ouais. Non, par contre, juste pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Jerry, de manière générale, moi je suis toujours très surpris et d'ailleurs déçu quand j'ai le plaisir de participer à un jury. De manière un peu globale, on veut jamais nous donner le détail de ce qu'on a dégusté. Et comme disait Jerry, c'est vrai que l'idée n'est pas de rendre ça public, parce qu'effectivement, si quelqu'un a eu des mauvaises notes ou n'a pas plu effectivement à une majorité de dégustateurs ou même à un dégustateur ou une dégustatrice en particulier, le but n'est pas de l'afficher. Mais quand même, c'est quand même la moindre des choses, ne serait-ce que pour la curiosité du juré, de savoir ce qu'il a dégusté au final, quoi. Sincèrement, c'est jamais le cas. Hein. Bah oui, mais du coup, je comprends pas en fait quelle est l'explication. Parce qu'il y a sûrement une explication. Je pense pas que ce soit la flemme, parce que c'est très facile à envoyer un mail. Je pense pas que ce soit pour donner une mauvaise image, parce qu'au final, le juré, il est un peu, en théorie, soumis au secret professionnel. Il va pas aller s'amuser à dire « Oh, j'avais goûté ça, au fait, c'était vraiment de la merde ». Donc, du coup, je comprends pas pourquoi on veut pas le... C'est vrai que ça, par rapport au Martinique Grom Awards que j'avais fait, c'est un truc, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. C'est que par rapport à ce que tu as goûté et par rapport aux résultats, tu ne sais pas ce que tu as donné comme note. Là, on ne t'aura pas tes fiches. Donc, tu ne sais pas
t'imagines plus ou moins, mais de loin, quoi. Donc tu sais pas trop si t'étais dans le même avec les autres ou à côté de la plaque. Enfin, il y a personne à côté de la plaque. Non, mais en général, oui, mais Roger, en général, quand tu es dans ces concours-là, tu fais tes petites notes et après tu sais quand tu vas voir les bouteilles que tu enfin, Ouais, je notais sur on le fait, Laurent. Le bulletin qu'on nous donnait, mais on regarder d'autres notes. Concours du Romfest Paris, bon, tu prends tes notes et après tu vois, selon tes notations, si t'es par rapport aux médailles qu'il y a eu, comment tu as jugé, mais là tu n'as aucune idée de ce que tu as. Là, tu te bases sur la moyenne et tu te dis, tiens, est-ce que j'étais dans la moyenne ou pas, mais c'est pas toujours. Hein. Mais c'est vrai pas ce que tu as goûté. Non, mais on ne sait pas ce qu'on a goûté. Oui, c'est ça, donc c'est difficile de voir par rapport à tes notes et par rapport au final, tu vois. Moi, j'adorerais, Olivier, je suis assez d'accord avec toi, j'adorerais savoir les 75 que j'ai dégustés. Voilà, c'est ça. Et je comprends. Tu as donné, et par rapport aux notes que tu as données, savoir. Voilà, bien sûr. Oui, c'est ça. Et ça, c'est intéressant pour le juge, quoi. Oui, absolument. Pour faire progresser le juge. Voilà. Pensez au juge. Save your judge. Mais l'angle mort de tous ces concours-là, justement, c'est de te dire qu'une fois que tu as rendu tes petites fiches, tu sais plus ce qui se passe avec. Qu'est-ce que tu veux dire, Christine? L'angle mort des concours, de tous les concours quels qu'ils soient, c'est bien ça. C'est que toi, tu rends tes fiches, tu rends tes notes, tu rends tes tableaux, ça dépend des concours. Et ensuite, les powers that be, les hautes puissances se barrent avec, et puis après, on te donne un palmarès, et tu sais pas ce qui s'est passé entre les deux. Alors, ça me rappelle un concours qu'on avait fait, donc, que je ne vais pas citer. Je sais que Jerry était là, et où effectivement les hautes puissances en question étaient également juges et étaient même producteurs avec leurs produits dans le concours. Et à la fin, ils ont quand même eu les médailles d'or en question. Donc ça, c'était pas mal, ouais. Tu sauras pas, C'était quoi comme concours? Alors, on te le dira en off. Bon, tu sais que tu l'as déjà fait à l'étranger. Non, c'est à l'étranger. Ouais, parce que moi, j'ai déjà entendu une histoire avec un concours qu'on connaît bien et je crois que Laurent fait de temps en temps. Je sais plus, non. Non, ici c'était un concours. Laurent a fait des concours bizarres. Apparemment. Alors, calmez-vous, je vous en prie. Non, là c'était un concours à l'étranger pour le coup. Et effectivement, la personne qui servait donc de haute autorité était également juge. Et donc on la voyait noter les fiches dans des tableaux Excel, mais c'était également un producteur et il s'avérait que dans sa catégorie, il avait raflé toutes les médailles d'or. Voilà. Ah, le hasard, c'est fou ça. J'ai dit que c'était... Il a bien travaillé, on peut quand même saluer son boulot. Pas toutes les médailles, on avait gagné quelques-unes. Je tiens quand même à préciser que ce concours n'existe plus aujourd'hui. Voilà. Bon. Non, parce que moi, le concours dont je parle, alors après, c'est toujours difficile et j'aime pas trop ça. C'est pour ça que je vais pas forcément le nommer, vu que j'y ai pas participé, donc je peux rien confirmer, infirmer ou dire si c'est quelque chose qui existe toujours ou pas. Mais j'ai entendu dire qu'un concours très prestigieux et d'autant plus prestigieux que il va intéresser énormément de Français puisqu'il ne touche pas que les spiritueux. Ah, mais c'est le concours général agricole dont tu parles. Le concours général agricole ? Voilà. Pas du tout, je parlais de la fête de l'Andouillette de Saint-Brieuc. Voilà, donc vous avez tout faux. Et donc, à cette fête de l'Andouillette de Saint-Brieuc, il paraîtrait qu'il peut y avoir effectivement des producteurs qui sont jurés et qui du coup peuvent tout à fait reconnaître dans leur catégorie leur andouillette et se dire tiens elle est très très bonne. Et si ce producteur se retrouve président de table, puisque je crois que c'est le concept de ce festival, enfin de ce concours, c'est lui qui a le dernier mot malgré les avis de tous les gens à la table, du coup au final il peut décider de dire non ça c'est une médaille d'or, écoutez c'est top. Alors je pense que Laurent tu peux plus nous en parler parce que tu l'as déjà fait. Ça m'est arrivé, j'étais pas loin de la table des andouillettes, hein, mais bon. C'est vrai que et non la table des andouilles. C'est un autre concours. Sur ma table, j'avais donc un producteur qui était président de cette table, donc, et qui donnait ses avis, de façon à influencer un petit peu les néophytes qui étaient autour de la table.
Ouais. Voilà, c'est ce que j'ai entendu aussi. Mais ce concours-là, je le trouve pas mal fait. Enfin, c'est une grosse machine pour le coup. Là, c'est, je sais pas combien de dégustateurs. Enfin, la pièce est grande et il y a je sais combien de tables. Et on parle que de rhum français. Donc, c'est vraiment pour le coup, il y a vraiment beaucoup de rhum testés. Le fonctionnement par table, c'est vrai que si t'as pas de chance. Excusez-moi, mais j'en ai vu plusieurs au fil des années. J'ai dû le faire 4 fois seulement, mais tu peux tomber sur des gros cons et qui ne lâchent pas l'affaire et qui ont. Alors la dernière fois que je l'ai fait, c'était pas cette année, enfin c'était pas l'année dernière parce qu'il n'y en avait pas. Si, c'était l'année dernière, c'était juste avant le confinement. Juste avant le confinement, ouais. Absolument. Et j'étais entre autres avec Jérôme Rhum Héritage, pour ceux qui le connaissent. Et c'était cool, on est tombé à la même table. Et il y avait à notre table un gars d'un certain âge déjà. Alors c'est souvent un peu ceux qui pensent avoir un peu plus de bouteilles, qui pensent avoir plus de connaissances que les petits jeunes qui débarquent. Enfin petits jeunes, je parle pas de moi, ça s'est passé. Il avait des lunettes rondes ? Non. Quand tu parles des vieux, tu parles pas de moi quand même. Absolument pas. Bien plus âgé que toi, bien plus. Et c'est vrai que par ses réflexions, il essayait d'influencer toute la table. Et quand on peut discuter un peu les uns avec les autres et que t'as Jérôme qui dit il y a un petit côté, enfin il parlait un peu des arômes, etc. Il disait il y a un petit côté fruits rouges qui revient, c'est plutôt sympa. Hein. Et le gars qui dit c'est pas possible, il n'y a pas de fruits rouges en Martinique et c'est un rhum martiniquais. Et tu fais ah ouais d'accord, on avance quoi. Donc voilà, et ça c'est qu'un exemple parmi tant d'autres où c'est vrai que voilà, ce concours il a des qualités, mais le côté palabre qui peut durer, il faut quand même se présenter, il faut avoir un petit CV entre guillemets, mais je crois pas que ce soit très très regardant, parce que j'ai des copains qui l'ont fait. C'est compliqué. Pour revenir aux saucisses, à l'analogie des andouillettes. Ouais, des andouillettes, c'est sur ce qu'on dit, que les concours de spiritueux, c'est exactement comme l'andouillette. Si tu trouves ça bon, cherche surtout pas à savoir ce qu'il y a derrière et comment c'est fait et ce qu'on met dedans. Parce que les meilleurs, il y a toujours un peu de merde dedans, quoi. Donc, ça marche aussi avec les fricadelles, si je peux me permettre, mais je ne voudrais pas vexer. Oui. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour de la question, à moins que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose concernant les ISS Awards. C'est le moment où Laurent m'interrompt normalement. Olivier prend mes mauvaises habitudes. Non, mais simplement dire que ce que je trouve toujours quand même très positif, au-delà de ce que j'ai déjà dit de positif et que je ne vais pas répéter, mais c'est le rayonnement et l'éclairage qu'apporte ce genre de concours. J'ai vu fleurir un nombre assez dingue d'articles et même d'ailleurs de médias pas du tout spécialisés spiritueux. Et ça, je trouve ça chouette quand même, parce que d'une certaine manière, ça amène de la lumière sur un produit qui, pour certains, effectivement, est hyper médiatisé, mais pour moi et sûrement pour beaucoup d'autres, mériterait de l'être encore plus. Donc, et derrière ça, il y a aussi potentiellement une économie pour une île ou pour un pays. Et je voyais par exemple plein de médias pour parler de la Guadeloupe et de l'Oncto qui a raflé effectivement beaucoup de prix. Moi j'étais hyper content pour eux, et d'ailleurs ça aurait été Damoiseau, n'importe qui, ou même n'importe qui en Martinique, j'aurais été très content aussi. Mais voilà, moi je trouve ça vraiment très chouette, en tout cas le fait que voilà, il y ait ce côté un peu mise en lumière et que ça fasse parler en fait. Ça, je trouve ça très chouette, et d'autant plus que c'est une première édition, et là aussi bravo, parce que c'est dur d'attirer, j'imagine, des médias pour relayer les résultats, et donc voilà. Alors c'est encore une fois sûrement un peu naïf et plein de bon esprit ce que je raconte là, mais voilà, moi je trouve ça cool. Voilà. Et puis le fait qu'il y ait eu aussi beaucoup de juges étrangers répartis dans les quatre coins du globe, ça aussi ça a eu un impact supplémentaire et un intérêt quand même. Non, mais les 4 coins du globe, il fallait. Ouais, plus que ça, si tu veux. Les 4 coins de la Terre plate, voilà, bon. C'est ça. Les platistes. Ouais. Moi, juste un petit mot sur les gagnants.
on va dire, ceux qui ont eu les meilleures évaluations, que ce soit par catégorie ou dans l'absolu, parce qu'il y avait même le top 20 des mieux notés. Et je dois dire que j'ai trouvé dans l'ensemble que c'était pas mal. C'est-à-dire que si je reprends le top 20 rapidement, alors il y a ce fameux New Grove Emotion. Alors je l'ai jamais goûté, ou en tout cas je l'ai peut-être goûté sans savoir que c'était ça. Ouais. Donc qui est en top 1. Après il y a du HSE, il y a du Savannah, il y a du Manutea, Monymusk, Saint James, Longto, De Paz, une cachaça que je connais pas trop les cachaças, Amiral Rodney, Mézane. Enfin c'est plutôt des trucs qualitatifs quoi. Oui, il y a je trouvais que c'était pas mal. Ouais. Pas une surprise vraiment. Les gagnants, c'est quand même c'est des noms qui reviennent, qui ont déjà gagné. Pour le New Grove, en MP, je te dirais lequel c'était. Ah, je veux bien. Je l'ai reconnu. Oh. Il est fort. C'est un blanc apparemment, donc si j'écoute pas, je n'écouterai pas Jerry. C'est vrai que quand tu vois, je crois qu'il y a un autre top 20 qui est sorti un tout petit peu avant, où il y avait Captain Morgan, je sais plus quel truc, ça a été publié sur la conférence de Barbancourt. C'était les mêmes juges pourtant. Ouais, mais ils avaient un handicap, ils devaient bourrer avant de délucher. Ah ça. Voilà. Donc ça c'est le matériel et les méthodes encore une fois. Bon, Olivier, déjà que tu es en train de rallonger l'émission, là, on va en profiter pour que tu nous donnes ta licorne du jour. Ah, très bien. Et ma licorne du jour, cette fois, vous m'en excuserez, n'a pas de rapport avec le thème. C'était dur de trouver un thème. Inadmissible. Alors, là, pour le coup, non, je n'insulterai personne. Ça aussi, c'est inadmissible. Là, on va parler cette fois de Barbancourt. D'ailleurs, on l'a évoqué tout à l'heure, donc c'est très bien. Ça me fait une sorte de mini-transition. Et chez Barbancourt, on a une cuvée qui s'appelle Réserve du Domaine. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, au fil des années, et plutôt des dizaines d'années, c'est une cuvée qui a énormément évolué. Et d'ailleurs, pour les amateurs de licorne et de dégustation comparative et autres, vous allez voir que effectivement, il faut être bien accroché pour réussir à déguster celle dont je vais vous parler. Donc la Réserve du Domaine est une cuvée de au moins 15 ans d'âge, embouteillée à 43%. Et ce qui fait sa spécificité, c'est comme je vous le disais, au fur et à mesure des décennies, puisque c'est une commande spéciale qui n'existe pas réellement, on va dire, dans la gamme officielle Barbancourt, puisqu'on est plutôt, on va jusqu'à 8 ans. En tout cas à ma connaissance. Là, c'est une commande spéciale qui a été embouteillée pour des embouteilleurs italiens, mes amis italiens que j'aime beaucoup. Et si on regarde en fait tout en bas de l'étiquette, on voit qui a importé et ça permet de se fixer un peu dans la décennie. Donc là, j'invite les plus curieux à aller se référer à l'excellent article de notre ami Cyril Véglars de Durand.com pour avoir tous les détails. Mais pour vous dire en grande ligne, on a donc Poggi qui nous ramène aux années 40-50, Barreto aux années 50-60, Bonfanti années 70-80 et DLC années 80. Et puis, au-delà de ça, au-delà de ces années 80, il y a un changement radical puisque finalement, Barbancourt change complètement son process de fabrication puisqu'il passe d'un alambic à double distillation type charentais à une distillation continue en double colonne. Avec une sortie de colonne à 90%, donc bien loin des standards d'un alambic à double distillation et à la palette organoleptique que peut lui conférer un tel alambic. On retrouve par contre quand même toujours et tout au long de ces années l'utilisation de fûts de chêne du Limousin. Là encore, ça nous ramène un peu à la pratique qu'on retrouve dans le cognac.
Et puis, de manière un peu plus surprenante dans les années donc plus anciennes, à une fermentation spontanée, donc avec des levures indigènes, c'est quelque chose qu'on voit plus beaucoup dans le rhum actuellement, et une fermentation d'ailleurs qui est assez longue puisque c'est une fermentation pendant 3 jours. Donc la licorne dont je voulais vous parler est en fait une licorne qui s'est révélée à, on va dire, une dégustation comparative des différentes décennies et donc des différents embouteilleurs italiens. Et donc c'est le fameux Barretto qui nous permet donc de savoir qu'on est dans les années 50-60. Et vraiment, ce qui est criant, c'est qu'on a un profil aromatique qui est extrêmement différent des années qu'on suivi. Et notamment, il y a une dégustation qui est entre guillemets encore assez facile à faire, des dégustations comparatives entre Barretto, donc années 50-60, et Bonfanti, qu'on trouve beaucoup plus fréquemment et qui correspond aux années 70-80. On a un produit, alors pourtant, a priori, les deux ont été faits en alambic à double distillation, mais sur Barretto, un produit qui est très concentré en arômes, qui d'ailleurs sur bien des aspects font penser à des vieux Demerara. Pourtant, on est à 43%, mais vraiment on est sur une concentration d'arômes qui est fabuleuse. Et Bonfanti, on a un produit qui paraît beaucoup plus dilué, en tout cas beaucoup moins concentré en arômes et à mon sens beaucoup plus décevant. Donc voilà, j'invite les possibilités de comparer ces deux cuvées à le faire et dans une prochaine édition de la Chronique Licorne, je vous parlerai probablement d'une autre cuvée qui s'appelle la cuvée Veronelli, voilà, qui est encore plus âgée et encore plus licornesque, si vous me permettez ce terme. Super. Merci beaucoup pour cette chronique et c'est avec ça que cette émission va déjà toucher à sa fin. En tout cas, si vous avez des commentaires à faire par rapport aux ISS Awards ou à la chronique d'Olivier, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, et puis surtout à partager cette émission avec votre entourage, après l'avoir écouté bien sûr, que ce soit sur Spotify, sur YouTube, sur Deezer, Google Podcast, etc. Enfin, vous savez où nous trouver. Et puis maintenant, c'est définitivement partout. Et puis voilà, moi je vous dis déjà, alors on va essayer de rattraper notre retard peut-être et de venir avec la prochaine émission la semaine prochaine pour être de nouveau dans les temps comme prévu. Et puis dans ce cas-là, moi je vous dis déjà à la semaine prochaine. Ah ouais, pareillement. À bientôt tout le monde. Super, allez, à bientôt et puis bonne fin de soirée à tous.